Ma belle-mère, médecin renommé, a donné à mon bébé un vaccin exclusif. C'est ce que les familles d'élite utilisent, sourit. C'est de pointe, alors sois reconnaissante. Mon mari était d'accord. Mais j'ai cherché l'approbation de la FDA. Il n'y en avait aucune. J'ai demandé, est-ce sans danger? Elle a ri. Fais confiance à l'experte. Je ne l'ai pas fait. J'ai apporté un échantillon à un toxicologue. Il m'a rappelé. Et sa voix tremblait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Sarah Mitchell se tenait près de la fenêtre de la cuisine, observant les feuilles d'automne dérivées sur la pelouse impeccablement entretenue de leur maison en grès brun de Boston. Dans ses bras, Oliver, âgé de 3 mois, dormait paisiblement, ses petits doigts agrippés au tissu de son pull. Elle inspira son odeur de nouveau-né, sentant une vague de bien-être l'envahir. Le café est prêt, lança son mari Daniel derrière elle, sa voix empreinte d'une affection chaleureuse. Il travaillait comme avocat d'affaires dans l'un des cabinets les plus prestigieux de la ville, mais avait pris un congé de paternité partielle pour l'aider avec leur premier-né. Sarah se retourna en souriant. « Merci. Il s'est enfin endormi. Je crois qu'il commence à prendre un rythme. » Daniel passa son bras autour de sa taille, se penchant pour regarder leur fils. « Il est parfait. Tout comme sa mère. » Le moment fut interrompu par le téléphone de Sarah qui vibra sur le comptoir. Elle jeta un œil à l'écran et soupira. « C'est encore ta mère. »« Que veut-elle encore » demanda Daniel, bien qu'ils connaissent tous deux la réponse. Sarah répondit, gardant une voix enjouée. « Bonjour, Dr Mitchell. »« Sarah, ma chérie » retentit la voix nette et autoritaire du docteur Victoria Mitchell. « Je voulais te rappeler le rendez-vous d'Oliver demain à ma clinique. Nous lui administrerons le vaccin VitaBoost pédiatrique. » Sarah hésita. « Justement, je voulais vous en parler. Je me suis renseigné sur le calendrier de vaccination standard, et je ne vois aucune mention du VitaBoost dans les recommandations du CDC. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Sarah, je suis pédiatre depuis 30 ans. La série VitaBoost est à la pointe de la médecine préventive. Elle n'est accessible qu'à certaines familles triées sur le volet, qui peuvent s'offrir les meilleurs soins. Les Ashford l'utilisent, les Bradford, même les petits-enfants du sénateur Harrison. Je comprends, mais... Demain à 14 h. Ne sois pas en retard. Cette première dose est cruciale pour son développement immunitaire. » La communication fut coupée. Daniel observa l'expression troublée de sa femme. « Elle t'a raccroché au nez ?»« Elle fait ça quand elle ne veut pas entendre de désaccord, » dit doucement Sarah. « Daniel, je suis vraiment mal à l'aise avec ça. Je ne trouve aucune information sur le VitaBoost en ligne, à part sur le site de la clinique de ta mère. » Daniel passa une main dans ses cheveux. « Ma mère est brillante, Sarah. Elle est sortie major de sa promotion à Johns Hopkins. Si elle le recommande, il doit y avoir des recherches solides derrière. Alors pourquoi ne fait-il pas partie du calendrier standard? Peut-être parce que c'est nouveau? De pointe? Suggéra Daniel, mais même lui semblait incertain. Sarah baissa les yeux vers le visage endormi d'Oliver. Au fond d'elle-même, son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Mais comment pouvait-elle remettre en question une pédiatre de renom? Surtout quand il s'agissait de sa belle-mère? Chapitre 2, la pression familiale. Le dîner de famille des Mitchell ce dimanche-là se tenait dans la propriété de Victoria et Robert Mitchell à Brookline. La salle à manger scintillait de cristal et d'argenterie, et la conversation tourna inévitablement autour d'Oliver. « Il s'épanouit », annonça Victoria, jetant à peine un regard au bébé dans les bras de Sarah. « Bonne ossature, yeux clairs. Le VitaBoost optimisera sa réponse immunitaire et son développement cognitif. » Le beau-père de Sarah, Robert Mitchell, un chirurgien de renom, hocha la tête d'un air approbateur. Victoria a toujours été en avance sur son temps. Sa clinique privée propose des traitements des années avant qu'ils ne deviennent courants. « Qu'y a-t-il exactement dans le VitaBoost » demanda Sarah avec précaution. Les yeux de Victoria se plissèrent légèrement. « C'est une formulation exclusive. Secret de fabrication, vous comprenez. Mais elle contient des anticorps améliorés, des micronutriments et des modulateurs du système immunitaire. » Exclusive? L'inquiétude de Sarah grandissait. « Mais il doit bien y avoir des recherches publiées ?» Sarah, intervint Margot, la sœur de Daniel, en riant, « es-tu vraiment en train de remettre en question l'expertise médicale de mère? Elle a littéralement sauvé la vie de centaines d'enfants. »
Je ne remets pas en question son expertise, dit fermement Sarah. Je veux juste comprendre ce qu'on injecte dans le corps de mon fils. Le silence s'abattit sur la table. Victoria posa son verre de vin avec une précision délibérée. Sarah, ma chère, je me rends compte que vous n'avez pas de formation médicale. Vous travaillez dans le design graphique, n'est-ce pas? Cela dépasse tout simplement votre champ de compétences. Faites confiance aux professionnels. Sarah sentit ses joues brûler. Avant de devenir mère, elle avait dirigé avec succès son propre studio de design. Ce mépris la blessa profondément. Pourrions-nous peut-être voir la liste des ingrédients? Insista doucement Sarah. Elle vous sera fournie lors du rendez-vous, dit froidement Victoria. Maintenant, parlons de quelque chose de plus agréable. Margot, comment avance la collecte de fonds de la fondation? Cette nuit-là, alors que Daniel les ramenait à la maison, Sarah rompit le silence. Ta mère m'a pratiquement traité d'idiote. Elle n'a pas. Si, Daniel. Et tu es resté assis là sans rien dire. Daniel serra plus fort le volant. Sarah, elle est juste, particulière. Elle est au sommet de son domaine depuis des décennies. C'est sa façon de communiquer. Il s'agit de notre fils, dit Sarah, la voix tremblante. Pourquoi ne veut-elle pas me montrer des informations de base sur ce qu'elle veut lui injecter? Je lui parlerai, promit Daniel. Mais Sarah, tu dois comprendre que dans ma famille, la médecine est sacrée. On ne la remet pas en question. Eh bien, peut-être que vous devriez commencer, murmura Sarah en se retournant pour regarder Oliver dormir dans son siège auto. Chapitre 3, la pression s'intensifie. Le lendemain matin, Sarah reçut un texto de sa belle-mère, rendez-vous confirmé pour 14 h aujourd'hui. Veuillez arriver 15 minutes en avance pour les formalités administratives. Sarah fixa le message. Elle n'avait pas accepté ce rendez-vous. Sa meilleure amie, Jenna, l'appela à ce moment-là, comme si elle sentait sa détresse. « Comment tiens-tu le coup ?» demanda Jenna. Jenna avait été la colocataire de Sarah à l'université et était maintenant travailleuse sociale. « Jenna, j'ai besoin de ton opinion honnête sur quelque chose. » Sarah expliqua la situation avec le VitaBoost. Il y eut une longue pause. « Sarah, si tu ne le trouves pas dans les bases de données médicales standard, c'est un signal d'alarme. As-tu vérifié le site de la FDA? Non, je n'y ai pas pensé. Fais-le maintenant. Je reste en ligne. » Sarah mit Jenna sur haut-parleur et ouvrit son ordinateur portable. Elle chercha VitaBoost pédiatrique dans la base de données de la FDA. Aucun résultat. Elle essaya des variantes. Rien. Jenna, il n'est répertorié nulle part. Alors, soit il est si nouveau qu'il n'a pas encore été approuvé, soit il n'est pas approuvé du tout, dit Jenna avec prudence. Sarah, tu as parfaitement le droit de poser des questions. Tu es la mère d'Oliver. Après avoir raccroché, Sarah envoya un texto à Daniel. Savais-tu que le VitaBoost n'est pas approuvé par la FDA? Sa réponse arriva rapidement, en réunion. On en parle ce soir. S'il te plaît, n'annule pas le rendez-vous sans en avoir discuté avec moi d'abord. Sarah se sentit piégée. Mais en regardant Oliver, qui jouait paisiblement avec sa peluche, sa détermination se renforça. Elle prit son téléphone et appela la clinique de Victoria. Elite Pediatric Wellness, en quoi puis-je vous aider? C'est Sarah Mitchell. Je dois annuler le rendez-vous d'Oliver Mitchell de 14 h aujourd'hui. Oh! La réceptionniste semblait surprise. Laissez-moi vous transférer au docteur Mitchell. Non, ce n'est pas. Mais Sarah était déjà en attente. La voix de Victoria, glaciale, retentit. Sarah. De quoi s'agit-il? J'aimerais reporter jusqu'à ce que je puisse faire plus de recherches sur le VitaBoost. Des recherches? Quel genre de recherche pourriez-vous bien faire qui serait plus fiable que mes 30 ans de pratique médicale? Je veux juste voir les documents d'approbation de la FDA. Victoria éclata de rire, mais sans aucune once d'humour. Le processus d'approbation de la FDA prend des années, même pour les traitements révolutionnaires. Ma clinique participe à des programmes d'évaluation pré-commercialisation exclusifs pour une clientèle d'élite. C'est précisément pour cela que je limite ma pratique à des familles éduquées et sophistiquées qui comprennent la valeur d'un accès précoce à la médecine de pointe. Donc, il n'est pas approuvé, dit doucement Sarah. Il est approuvé par moi, rétorqua Victoria. Et cela devrait suffire. Je vous verrai à 14 h, Sarah. Ne m'obligez pas à appeler Daniel. La ligne devint silencieuse. Chapitre 4, l'enquête commence. Sarah n'alla pas au rendez-vous.
À la place, elle emmena Oliver chez sa pédiatre habituelle, le docteur Amy Chen, qu'elle consultait pour les visites de routine. Docteur Chen, avez-vous entendu parler du VitaBoost pédiatrique? Le docteur Chen fronça les sourcils en tapant sur son ordinateur. Non, jamais. Où en avez-vous entendu parler? Sarah expliqua la situation. L'expression du docteur Chen devint de plus en plus préoccupée. Sarah, je dois être très clair avec vous. Tout vaccin ou injection administrée aux nourrissons doit être approuvé par la FDA et figurer sur le calendrier du CDC. Il n'y a aucune exception. Si le docteur Mitchell propose quelque chose en dehors de ces paramètres, vous devez poser de sérieuses questions. Mais elle dit que c'est une évaluation pré-commercialisation. Pour les sociétés pharmaceutiques qui travaillent à l'obtention d'une approbation, bien sûr. Mais ces essais sont très réglementés, nécessitent l'approbation d'un comité d'éthique, et les parents doivent donner leur consentement éclairé avec une divulgation complète des risques. Vous fournit-elle cela? Non, admit Sarah. Elle ne veut même pas me montrer les ingrédients. Le docteur Chen se pencha en avant. Sarah, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble anormal, c'est probablement le cas. Ce soir-là, Daniel rentra à la maison et trouva Sarah à la table de la cuisine, entourée de papiers et de son ordinateur portable. Tu as manqué le rendez-vous, dit-il doucement. Je suis allé voir le docteur Chen à la place. Daniel, le VitaBoost n'est pas approuvé par la FDA. Ta mère administre des traitements expérimentaux sans consentement éclairé approprié. C'est une accusation grave, dit Daniel, la mâchoire crispée. C'est la vérité. Appelle-la. Demande-lui directement si le VitaBoost est approuvé par la FDA. Daniel sortit son téléphone et composa le numéro. Sarah observa son visage pendant qu'il parlait à sa mère, vit le moment de la prise de conscience, la confusion, puis la défensive. Elle dit que la FDA est bureaucratique et lente, dit-il après avoir raccroché. Qu'elle utilise sa licence médicale pour fournir un accès précoce à des traitements supérieurs. Ça ne fonctionne pas comme ça, Daniel, dit fermement Sarah. Le docteur Chen me l'a expliqué. Il y a des protocoles. Ta mère prend des raccourcis. Ma mère n'a jamais pris de raccourcis de sa vie, rétorqua Daniel. Elle est méticuleuse. Peut-être que le docteur Chen n'est tout simplement pas familière avec ce niveau de soins pédiatriques avancés. Sarah sentit sa frustration monter. Alors tu choisis ta mère au détriment de la sécurité de notre fils? Je dis que nous devrions faire confiance à quelqu'un avec 30 ans d'expérience plutôt qu'à notre paranoïa. La dispute s'envenima jusqu'à ce qu'Oliver se mette à pleurer depuis sa chambre. Sarah alla le réconforter, laissant Daniel seul dans la cuisine. Chapitre 5, la découverte. Incapable de dormir, Sarah poursuivit ses recherches jusqu'au petit matin. Elle trouva le site web de la clinique de Victoria, qui présentait des photos sur papier glacé et des témoignages de parents fortunés louant des protocoles de bien-être exclusifs. Mais il n'y avait aucune recherche évaluée par des pairs, aucune étude publiée, rien de concret. Puis elle trouva autre chose. Un article de blog supprimé, mis en cache par Google. Une mère nommée Jennifer Westbrook avait écrit sur son expérience avec des traitements pédiatriques expérimentaux dans une clinique d'élite de Boston. L'article avait été retiré, mais des fragments subsistaient dans les résultats de recherche. Sarah creusa davantage et trouva Jennifer sur Facebook. Elle envoya un message prudent. « Bonjour Jennifer, je suis tombée sur votre article de blog concernant des traitements pédiatriques à Boston. Je suis une mère inquiète à la recherche d'informations. Seriez-vous d'accord pour en parler? » La réponse arriva en quelques heures, « Appelez-moi. » Un numéro de téléphone suivait. La voix de Jennifer était tremblante quand elle répondit. « Vous parlez de la clinique du docteur Victoria Mitchell? » « Oui, souffla Sarah. « Que s'est-il passé? » « Ma fille Lily a commencé à avoir des crises d'épilepsie à 6 mois. Nous allions chez le docteur Mitchell pour son programme VitaBoost. Quand j'ai emmené Lily aux urgences, le neurologue a demandé quel médicament elle prenait. Je lui ai parlé du VitaBoost. Il n'en avait jamais entendu parler. Le sang de Sarah se glaça. Qu'ont-ils découvert? Lily avait des niveaux extrêmement élevés de certaines vitamines et minéraux. Le neurologue a dit que c'était toxique. Le docteur Mitchell lui administrait des doses bien supérieures au niveau de sécurité, prétendant que cela optimiserait son développement. L'avez-vous signalé? J'ai essayé, dit amèrement Jennifer. Les avocats du docteur Mitchell m'ont contacté. Ils ont dit que j'avais signé de nombreuses décharges, que j'avais été informé de tous les risques.
Ils m'ont menacé d'un procès en diffamation si je parlais publiquement. C'est pourquoi j'ai supprimé mon article de blog. Mais votre fille souffre de lésions cérébrales permanentes, murmura Jennifer. Elle a 3 ans maintenant. Elle ne se remettra jamais complètement. Et je dois vivre avec le fait que j'ai fait confiance à un médecin prestigieux plutôt qu'à mon propre instinct. Quand Lily a commencé à montrer des signes, irritabilité, mauvais sommeil, mouvements étranges, je l'ai mentionné au docteur Mitchell. Elle a dit que c'était normal, que Lily s'adaptait simplement à un bien-être amélioré. Je l'ai cru. Après la fin de l'appel, Sarah resta assise dans la chambre d'enfant obscure, regardant Oliver dormir. Elle sortit son téléphone et photographia la brochure sur le VitaBoost que Victoria leur avait donné. Puis elle commença à tout documenter. Chapitre 6, le fossé familial. Le lendemain matin, Sarah parla à Daniel de Jennifer Westbrook. Il écouta, son visage devenant blême. « Je veux parler à cette femme moi-même, dit-il finalement. Tu ne me crois pas ? Je crois que tu as entendu quelque chose. Mais Sarah, les gens accusent les médecins de toutes sortes de choses. Peut-être que la fille de cette femme avait une condition sous-jacente. Daniel. La voix de Sarah se brisa. Un enfant a des lésions cérébrales permanentes. Et tu es prête à détruire la carrière de ma mère sur la base de l'histoire d'une seule personne ? La voix de Daniel monta. Comprends-tu ce que tu suggères ? Que ma mère, une femme qui a consacré sa vie à la santé des enfants, est une sorte de criminelle. Je suggère qu'elle prend des raccourcis éthiques pour le profit, dit Sarah d'un ton égal. Il y a une différence. Daniel attrapa sa veste. Je vais au bureau. Je ne peux pas avoir cette conversation maintenant. Après son départ, Sarah appela Jenna. Tu dois signaler ça, dit immédiatement Jenna. Contacte le conseil de l'ordre des médecins du Massachusetts. Et détruire mon mariage ? Daniel ne me le pardonnera jamais. Sarah, et s'il arrive quelque chose à Oliver ? Te le pardonneras-tu, à toi-même ? Cet après-midi-là, Victoria se présenta à la porte de Sarah sans prévenir. Nous devons parler, dit-elle en passant devant Sarah pour entrer dans la maison sans y être invitée. Oliver dort, dit doucement Sarah. Bien. Alors nous pouvons parler franchement. Victoria s'assit sur le canapé, la posture rigide. Daniel me dit que tu répands des rumeurs vicieuses sur ma clinique. Je pose des questions. Tu as parlé à Jennifer Westbrook. Une femme mentalement instable qui ne pouvait pas accepter que sa fille ait une maladie génétique. Elle a signé des décharges légales reconnaissant tous les risques. Tout ce que j'ai fait était documenté et consenti. Consenti avec des informations exactes, lança Sarah. Les yeux de Victoria lancèrent des éclairs. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'immisces. Le VitaBoost représente des années de recherche. Il va révolutionner la médecine pédiatrique. Mais il faut de la vision pour voir au-delà des contraintes bureaucratiques du processus d'approbation de la FDA. Vous faites des expériences sur des enfants, dit Sarah, la voix tremblante. Je fais progresser la médecine, rétorqua Victoria. Chaque grande avancée médicale a nécessité des pionniers prêts à penser au-delà des limitations conventionnelles. Jonas Salk, Alexander Fleming. Avaient des comités d'éthique, des protocoles de test et de la transparence, interrompit Sarah. Ce que vous faites est illégal. Victoria se leva brusquement. Fais très attention, Sarah. Tu es une mère au foyer sans formation médicale, accusant un médecin respecté de faute professionnelle. Comment penses-tu que cela paraîtra devant un tribunal ? Un tribunal ? Quand Daniel demandera la garde d'Oliver. Parce que je te promets que si tu continues sur cette voie, il le fera. Et les juges ont tendance à favoriser le parent issu d'une prestigieuse famille de médecins plutôt que l'épouse paranoïaque et sans emploi, sans aucun système de soutien. Après le départ de Victoria, Sarah verrouilla la porte et appela le cabinet du docteur Chen. « J'ai besoin de vous voir aujourd'hui. C'est urgent. » Chapitre 7, la constitution du dossier. Le docteur Chen écouta toute l'histoire de Sarah, son expression s'assombrissant de minute en minute. Quand Sarah eut terminé, la pédiatre sortit son téléphone. « J'appelle un de mes amis, le docteur Marcus Webb. C'est un toxicologue au Mass General. Si vous pouvez m'obtenir la moindre information sur le contenu du VitaBoost, il pourra l'analyser. » Comment pourrais-je obtenir ça ? Votre belle-mère garde-t-elle des échantillons à la maison ? Sarah pensa au dîner de famille dans la propriété des Mitchell. Victoria avait un bureau à domicile où elle préparait parfois des « formulations spéciales » pour ses clients les plus prestigieux. C'est possible ?
Vous devez comprendre le risque, avertit le docteur Chen. Si vous vous faites prendre, cela pourrait être considéré comme un vol. Et le docteur Mitchell engagera certainement des poursuites. Je comprends. Le dîner de famille de ce dimanche-là ressemblait à une entrée dans un piège. Victoria était froidement polie, reconnaissant à peine la présence de Sarah. Robert et Daniel discutaient d'un cas de chirurgie complexe, tandis que Margot montrait des photos d'un gala de charité. « Je dois aller aux toilettes », dit doucement Sarah en s'excusant. Au lieu de cela, elle se dirigea vers le bureau de Victoria. Son cœur battait la chamade alors qu'elle essayait la porte. Déverrouillée. Le bureau était impeccable, avec des revues médicales et des diplômes encadrés couvrant les murs. Sarah fouilla rapidement dans les tiroirs du bureau. Dans un petit réfrigérateur sous la bibliothèque, elle trouva plusieurs flacons étiquetés « Formulation VitaBoost pédiatrique ». Elle photographia les étiquettes avec son téléphone, notant les numéros de lot et les dates d'expiration. Puis, les mains tremblantes, elle prit un flacon vide dans la poubelle de recyclage, une preuve du contenu sans voler réellement le produit. De retour à table, Victoria l'observait avec des yeux perçants. « Tout va bien, Sarah ? Tu as l'air rouge. »« Juste fatiguée. Oliver s'est réveillé la nuit dernière. Amène-le à mon bureau demain. Je lui donnerai quelque chose pour l'aider à mieux dormir. »« Non, merci, » dit fermement Sarah. La température dans la pièce chuta de manière perceptible. Plus tard cette semaine-là, le docteur Webb appela Sarah avec son analyse préliminaire des résidus du flacon. « Madame Mitchell, ce que je vais vous dire est profondément préoccupant. Cette formulation contient des doses extrêmement élevées de vitamine A, D et de plusieurs oligo-éléments. Les concentrations sont bien au-delà des niveaux pédiatriques sûrs. Il y a aussi des composés exclusifs non identifiables. Sans une analyse complète, je ne peux pas vous dire ce qu'ils sont, mais leur présence dans une formule pour nourrissons est très inhabituelle. Quel effet cela aurait-il sur un bébé? À court terme? Irritabilité, mauvais sommeil, possible réaction cutanée. À long terme? Dommages potentiels au foie, problèmes neurologiques, problèmes osseux. Si administré de manière répétée, cela pourrait être gravement nocif. Pouvez-vous documenter cela? Je peux rédiger un rapport préliminaire, mais comprenez bien, ce n'est pas un test complet. Pour cela, il nous faudrait un échantillon entier et une analyse en laboratoire appropriée. Ce que je peux vous dire, c'est que cela ne devrait pas être administré aux nourrissons. Sarah le remercia et appela immédiatement Jenna, qui l'a mis en contact avec une personne du Boston Globe. Il nous faudrait plusieurs sources, expliqua la journaliste d'investigation, Maria Santos. L'expérience d'une seule famille ne suffit pas. Pouvez-vous trouver d'autres parents? Sarah pensa aux noms que Victoria avait cités, les Ashford, les Bradford, la famille du sénateur Harrison. Comment pourrait-elle les contacter? Chapitre 8, le point de rupture. Daniel trouva le dossier de recherche de Sarah tard un soir. Étendu sur la table de la cuisine se trouvaient des emails imprimés, le rapport préliminaire du Dr Webb, des notes de sa conversation avec Jennifer Westbrook et une liste des clients de Victoria que Sarah avait compilée à partir des réseaux sociaux. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il. « Des preuves, » dit calmement Sarah. « Ta mère met des enfants en danger, Daniel. J'ai le rapport d'un toxicologue. » Un toxicologue que tu as engagé pour saper la carrière de ma mère. Le visage de Daniel était rouge de fureur. Tu as volé dans son bureau. Tu as enquêté sur elle comme si c'était une criminelle. Elle met des enfants en danger. C'est ma mère. La femme qui m'a élevé, qui a payé mes études, qui a bâti une clinique à partir de rien. Et toi, tu as décidé que c'était une sorte de monstre sur la base de quoi? De recherches sur Internet et d'une patiente mécontente? De multiples sources, Daniel. Des preuves scientifiques? D'un médecin que tu as engagé. En quoi est-ce objectif? Daniel arpentait la cuisine. Ma mère a menacé de me rayer de la famille si je ne te fais pas cesser cette chasse aux sorcières. Comprends-tu ce que ça signifie? Mon héritage, ma famille, tout. Sarah eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Donc, c'est une question d'argent? C'est une question de loyauté. De ne pas croire des théories du complot plutôt que sa famille. Il s'agit de la sécurité d'Oliver, cria Sarah en retour. Ta mère voulait injecter à notre fils une formulation expérimentale, potentiellement toxique, sans consentement éclairé approprié. Comment est-ce que ça ne te terrifie pas? La voix de Daniel baissa à un calme dangereux. Ma mère a suggéré que tu souffrais peut-être de dépression postpartum.
Que ta paranoïa et ton comportement erratique? N'ose pas, murmura Sarah. N'ose pas suggérer que je suis mentalement instable parce que je protège notre enfant. Alors prouve-le, lança Daniel. Prouve que ma mère, avec tous ses diplômes et son expérience, a tort et que tu as raison. Parce qu'en ce moment, Sarah, tu as l'air d'une théoricienne du complot paranoïaque qui détruit notre famille. Chapitre 9, l'accumulation des preuves. Sarah recontacta Jennifer Westbrook. J'ai besoin d'aide pour trouver d'autres familles qui ont utilisé le VitaBoost. Ensemble, elles créèrent un groupe Facebook privé intitulé « Expérience Elite Pediatric Wellness ». En une semaine, 12 familles l'avaient rejoint. Leurs histoires étaient terriblement similaires. Mon fils a développé des tremblements à 7 mois, écrivit Catherine Bradford. Des crises d'épilepsie inexpliquées qui se sont arrêtées quand nous avons changé de médecin, posta une autre mère. Le docteur Mitchell nous a dit que les éruptions cutanées de notre fille étaient de la détoxification. C'était en fait une toxicité à la vitamine A, partagea un père dont la photo de profil le montrait avec un sénateur. Sarah compila leurs histoires, leurs dossiers médicaux et leurs formulaires de consentement. Un schéma émergea, Victoria prétendait toujours que les traitements étaient de pointe et exclusifs, mais les documents de consentement étaient délibérément vagues, noyés dans un langage juridique qui masquait la nature expérimentale de ce qui était administré. Maria Santos, la journaliste, accepta d'enquêter. C'est une grosse affaire, Sarah. Mais j'ai besoin de la réponse du docteur Mitchell. Êtes-vous prête pour la suite? Je dois l'être, dit Sarah en regardant Oliver jouer sur le sol. D'autres enfants sont en danger. Le point de rupture arriva lorsque Margot, la sœur de Daniel, appela, la voix paniquée. Sarah, tu dois arrêter cette enquête. Mère parle de te poursuivre en justice pour diffamation et harcèlement. Elle a des avocats prêts. Qu'elle le fasse, dit calmement Sarah. La phase de communication des pièces sera très intéressante. Tu ne comprends pas, elle ne bluffe pas. Elle te détruira. Et Daniel? Sarah, il parle de séparation. Sarah ferma les yeux. Margot, ta mère fait du mal à des enfants. Y compris peut-être à tes futurs enfants. Ça ne te dérange pas? Il y eut un long silence. Je ne sais plus quoi croire. Cette nuit-là, Sarah fit asseoir Daniel. Je vais te donner un choix. Demain, Maria Santos du Globe publie son enquête. Tu peux soit être à mes côtés et à ceux d'Oliver, soit être du côté de ta mère. Mais tu ne peux pas faire les deux. Sarah. Je t'aime, Daniel. Mais j'aime notre fils plus encore. Et je ne laisserai personne, pas même la famille, le mettre en danger. Si tu ne peux pas voir ça, alors peut-être que Margot a raison. Peut-être que nous devons nous séparer. Daniel la fixa, et pour la première fois, elle vit un doute réel dans ses yeux. Et si tu avais tort? Alors je passerai le reste de ma vie à m'excuser. Mais je n'ai pas tort. Et au fond de toi, tu le sais. Chapitre 10, la vérité révélée. L'article du Boston Globe paru avec le titre « Une clinique pédiatrique d'élite a administré des traitements non approuvés à des nourrissons de familles riches ». L'enquête de Maria Santos était minutieuse et dévastatrice. Elle avait interrogé 8 familles, obtenu des dossiers médicaux et inclus l'analyse toxicologique du Dr Webb. L'article détaillait comment le programme VitaBoost du Dr Victoria Mitchell avait généré plus de 2 millions de dollars de revenus en 3 ans, tout en étant totalement non approuvé par le moindre organisme de réglementation. La réaction de la communauté médicale fut rapide. À midi, le Conseil de l'Ordre des médecins du Massachusetts annonça une enquête d'urgence. Le soir, la clinique de Victoria avait été fermée en attendant un examen. Le téléphone de Sarah explosa d'appels, certains de soutien, d'autres violemment en colère. La famille de Daniel était en pleine déroute. Robert Mitchell appela, sa voix habituellement posée tremblante. « Comment as-tu pu nous faire ça? À Victoria? Elle a donné sa vie à la médecine. Elle a fait des expériences sur des nourrissons, dit Sarah d'une voix ferme. Y compris presque sur votre petit-fils. Il n'y a aucune preuve de mes faits. Juste des parents effrayés et une journaliste partiale. Il y a des dossiers médicaux, Dr Mitchell. Des rapports de toxicologie. La documentation de 8 familles dont les enfants ont subi des préjudices. La ligne devint silencieuse. Ce soir-là, Daniel rentra tôt du travail. Il avait l'air épuisé, vieilli de 10 ans en une seule journée. Ma mère a été suspendue de la pratique, dit-il doucement. Il va y avoir une enquête complète. Je sais. La famille, ils en ont fini avec nous, Sarah.
Mon père ne répond pas à mes appels. Margot a envoyé un texto disant que j'étais mort pour elle. Tous nos comptes, les fonds pour les études, le trust, mère m'a coupé de tout. Sarah attendit, le cœur battant. Daniel s'assit lourdement sur le canapé. J'ai appelé le docteur Webb moi-même. Je lui ai demandé de m'expliquer ses conclusions. Puis j'ai appelé 2 autres pédiatres des collègues de ma mère et je leur ai demandé, officieusement, ce qu'ils pensaient du VitaBoost. Ils avaient entendu des rumeurs. Des chuchotements sur Victoria offrant des protocoles expérimentaux à des clients fortunés. Personne ne voulait le signaler à cause de sa réputation, de ses relations. Mais Sarah, sa voix se brisa. Ils ont dit que tu avais probablement sauvé la vie d'Oliver. Que si nous avions continué avec le VitaBoost, il aurait pu finir comme la fille de Jennifer Westbrook. Sarah s'assit à côté de lui, prenant sa main. J'ai fait le mauvais choix, murmura Daniel. J'ai choisi la loyauté envers ma famille plutôt que la sécurité de notre fils. J'ai choisi la réputation plutôt que la vérité. Et je suis tellement désolé. Tu choisis bien maintenant, dit doucement Sarah. C'est ce qui compte. Je ne sais pas si je pourrais lui pardonner, admit Daniel. Ma propre mère. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit que c'était sûr, que tu étais paranoïaque, que je devais remettre en question ton état mental. Elle était prête à sacrifier Oliver pour son ego et son compte en banque. Elle s'est convaincue qu'elle faisait ce qu'il fallait, dit Sarah. C'est comme ça que de bonnes personnes font des choses terribles. Chapitre 11, les retombées. L'enquête s'étendit rapidement. Le Conseil de l'Ordre découvrit que Victoria menait ce qui équivalait à des essais cliniques non autorisés depuis près de 5 ans. Le programme VitaBoost n'était qu'un des nombreux traitements expérimentaux qu'elle avait commercialisés auprès de familles riches désespérées de donner à leurs enfants tous les avantages. 17 familles portèrent plainte. 3 enfants avaient subi des lésions neurologiques permanentes. Des dizaines d'autres avaient connu des effets indésirables temporaires mais graves. Des poursuites pénales furent engagées, expérimentation médicale non autorisée, fraude, mise en danger d'autrui. Sarah reçut des lettres de haine de certaines familles de l'élite de Boston. Vous avez détruit la carrière d'un médecin brillant par paranoïa, disait une lettre. Arriviste sans envergure, lisait-on dans une autre. Mais elle reçut aussi des messages de gratitude. Jennifer Westbrook envoya des fleurs avec une carte. Merci d'avoir eu le courage que je n'ai pas eu. Les autres mères du groupe Facebook organisèrent un réseau de soutien. Catherine Bradford, dont les relations familiales l'avaient initialement rendue réticente à parler, devint une ardente défenseur d'une surveillance médicale plus stricte. Nous avons été ciblés en raison de notre richesse et de notre statut, expliqua Catherine dans sa propre interview au Globe. Le docteur Mitchell savait que nous serions trop embarrassés pour admettre que nous avions été floués. Que nous nous soucierions plus de notre vie privée et de notre réputation que de la justice. Daniel se consacra entièrement à soutenir Sarah et les autres familles. Il les mit en contact avec des avocats, aida à compiler les preuves pour le procès pénal et reconnut publiquement les méfaits de sa mère. Le moment le plus difficile fut lorsque Victoria demanda une rencontre. Elle était en liberté sous caution, en attente de son procès. Daniel accepta de la voir, mais insista pour que Sarah soit présente. Ils se rencontrèrent dans un lieu neutre, un café loin de leur quartier habituel. Victoria semblait diminuer, sa présence habituellement imposante remplacée par quelque chose de cassant. « Je ne suis pas venue pour m'excuser », dit-elle immédiatement. « Ce que j'ai fait, c'était de la médecine. De la médecine de pointe, nécessaire. La FDA est un cauchemar bureaucratique qui freine le progrès pendant des années. Des enfants souffraient d'un soutien immunitaire inadéquat, et j'ai trouvé une solution. » « Vous avez trouvé une source de profit, » dit doucement Sarah. « Vous avez facturé à des parents désespérés 50 000 $ pour des traitements expérimentaux que vous saviez ne pas être correctement testés. Je croyais en la science. »« Vous croyez en votre propre infaillibilité, » interrompit Daniel, la voix dure. « Vous croyez que votre réputation vous plaçait au-dessus des comités d'éthique et des protocoles de sécurité. Et quand les enfants ont commencé à montrer des effets indésirables, vous avez tout couvert au lieu d'arrêter. » Le sang-froid de Victoria se fissura. « J'ai consacré ma vie aux enfants. Tout ce que j'ai fait a presque tué votre propre petit-fils, » termina Daniel. « Sarah a vu ce que vous ne pouviez pas ou ne vouliez pas voir. Que Oliver montrait les premiers signes de toxicité. Si elle n'avait pas arrêté ça, notre fils pourrait avoir des lésions cérébrales en ce moment. Votre petit-fils. » Pour la première fois, Victoria sembla vraiment comprendre. « Oliver ? »
Sa voix n'était qu'un murmure. L'irritabilité, les problèmes de sommeil, les mouvements étranges que Sarah ne cessait de mentionner, tous des signes avant-coureurs, dit Daniel. Mais vous avez rejeté ces inquiétudes comme de l'ignorance. Comme la paranoïa névrotique d'une jeune mère. Victoria prit sa tête entre ses mains. Je n'ai jamais voulu. Je pensais aider. Je croyais vraiment. C'est ça le problème, dit doucement Sarah. Vous avez tellement cru à votre propre récit que vous ne pouviez pas voir le mal que vous causiez. Vous êtes brillante, Dr Mitchell. Mais la brillance sans humilité est dangereuse. Ils laissèrent Victoria assise seule à la table. C'était la dernière fois qu'ils la virent avant le procès. Chapitre 12, le procès et la vérité. Le procès pénal dura 6 semaines. L'accusation présenta un dossier accablant, des documents internes de la clinique montrant que Victoria était au courant des réactions indésirables mais continuait les traitements, des registres financiers prouvant les énormes profits, des témoignages de familles dont les enfants avaient été lésés. La défense argua que Victoria avait sincèrement cru en ces traitements, qu'elle avait commis des erreurs de jugement mais n'avait pas agi avec une intention malveillante. Ils présentèrent ses décennies de services exemplaires, ses nombreux prix et reconnaissances. Sarah témoigna, décrivant ses inquiétudes croissantes, les obstacles pour obtenir des informations, la pression pour se conformer malgré son instinct. Lorsque le procureur lui demanda pourquoi elle avait persisté malgré une intense pression familiale, Sarah regarda directement Victoria. Parce qu'être une mère signifie protéger son enfant, même quand cela vous coûte tout. Surtout à ce moment-là. Daniel témoigna sur la dynamique familiale, la culture de respect inconditionnel pour l'autorité médicale de Victoria, son propre échec à prioriser la sécurité de son fils sur la loyauté familiale. Le jury délibéra pendant 3 jours. Victoria fut reconnue coupable de multiples chefs d'accusation de fraude et de mise en danger d'autrui. Les charges d'expérimentation médicale furent abandonnées, une victoire partielle pour la défense, mais elle fut condamnée à 2 ans de prison et perdit définitivement sa licence médicale. Lorsque le verdict fut lu, Sarah ne ressentit aucun triomphe. Juste un soulagement profond, teinté d'épuisement, que ce soit terminé. Chapitre 13, la reconstruction. Les 18 mois qui suivirent le procès furent difficiles mais curatifs. Daniel suivit une thérapie pour surmonter la trahison de sa mère et sa propre culpabilité d'avoir initialement douté de Sarah. Sarah rejoignit un groupe de soutien pour les parents victimes de fraude médicale. Oliver s'épanouit. À 18 mois, il atteignait toutes les étapes de son développement, ne montrant aucun effet durable de la brève exposition au VitaBoost. Sarah lança une organisation à but non lucratif appelée « Le patient d'abord », dédiée à aider les parents à naviguer dans des décisions médicales complexes et à plaider pour une surveillance plus stricte des traitements pédiatriques expérimentaux. Catherine Bradford en devint la cofondatrice, utilisant ses relations pour faire pression en faveur de changements législatifs. « Nous avons transformé notre pire expérience en quelque chose de positif », déclara Catherine lors de leur première collecte de fonds. Aucune autre famille ne devrait avoir à se demander si un médecin de confiance fait passer le profit avant la sécurité du patient. La relation de Daniel avec son père resta tendue mais s'améliora lentement. Robert avait témoigné en tant que témoin de moralité pour Victoria, mais avait ensuite admis en privé à Daniel qu'il était au courant de certaines irrégularités et n'avait rien dit. Je l'ai encouragé, avoua Robert lors d'un déjeuner difficile. J'ai vu des signes avant-coureurs, des questions d'autres médecins, mais je l'ai défendu parce que c'était ma femme. J'ai fait le mauvais choix, moi aussi. Margot finit par contacter Sarah avec un bref email, « Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. Tu as été courageuse quand j'ai été lâche. » Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début. La guérison la plus inattendue vint de Victoria elle-même. De prison, elle écrivit une lettre à Sarah. « J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j'ai fait. Les enfants que j'ai blessés, les familles que j'ai trahies, la confiance que j'ai violée. Je me suis convaincu que ma vision et mon expertise me plaçaient au-dessus des règles conçues pour protéger les patients. J'avais tort. Vous avez vu clairement ce que mon orgueil m'avait aveuglé. Oliver a de la chance d'avoir une mère qui a fait confiance à son instinct plutôt qu'au diplôme et à la réputation. Je suis désolé d'avoir essayé de vous faire douter de vous-même. Vous aviez raison. J'avais tort. Je n'attends pas de pardon, mais j'avais besoin que vous sachiez que je comprends enfin. » Sarah lut la lettre à Daniel. « Penses-tu qu'elle est sincère ? » ?»« Je pense qu'elle se voit enfin clairement, » dit Daniel. « Que ce soit un remords sincère ou juste le regret de s'être fait prendre, je ne sais pas. Mais ça n'a plus d'importance. Elle ne peut plus faire de mal à personne. »
Chapitre 14, Aller de l'avant. 2 ans après le début de l'enquête, Sarah se tenait au Capitole de l'État, témoignant devant un comité législatif examinant de nouvelles réglementations pour les pratiques médicales pédiatriques. Oliver, maintenant âgé de 2 ans et demi, était assis tranquillement sur les genoux de Daniel dans le public, jouant avec un camion miniature. Le système actuel repose trop sur la confiance, expliqua Sarah au législateur. Nous supposons que des diplômes prestigieux signifient une pratique éthique. Mais les parents ont besoin de protection réelle, divulgation obligatoire des traitements expérimentaux, base de données accessibles sur les mesures disciplinaires des médecins, et protection des lanceurs d'alerte pour le personnel médical qui assiste à des irrégularités. Les membres du comité écoutèrent attentivement. Depuis que l'affaire Victoria Mitchell avait fait la une des journaux nationaux, il y avait un regain d'intérêt pour la surveillance médicale. Après le témoignage, Sarah retrouva Jennifer Westbrook pour un café. Lily, maintenant âgée de 5 ans, avait fait des progrès significatifs grâce à une thérapie intensive mais avait encore des difficultés avec certaines tâches cognitives. « Comment vis-tu avec ça ?» demanda doucement Sarah. « Sachant ce qui aurait pu être ?» Jennifer sourit tristement. « Je me concentre sur ce qui est. Lily est heureuse. Elle est aimée. Elle est là. Et à cause de ce qui lui est arrivé, et parce que tu as eu le courage de parler, d'autres enfants sont plus en sécurité. Cela doit bien signifier quelque chose. » Sarah pensa à la quasi-catastrophe d'Oliver, au moment où elle avait pour la première fois remis en question le vaccin VitaBoost, à la pression pour se conformer, faire confiance et ne pas faire de vagues. « J'ai failli céder, » admit-elle. « J'étais si proche de simplement suivre le mouvement parce que c'était plus facile que de se battre. »« Mais tu ne l'as pas fait, » dit fermement Jennifer. « C'est ce qui compte. » Chapitre 15, La boucle est bouclée. 3 ans après le début de l'enquête, Sarah et Daniel accueillirent leur deuxième enfant, une fille qu'ils nommèrent Grace. Oliver, maintenant âgé de 3 ans, était ravi d'être grand frère. Robert, le père de Daniel, vint rencontrer sa nouvelle petite fille, apportant des cadeaux et le cœur lourd. « Je vois un thérapeute, » dit-il à Sarah en tenant Grace. « Je travaille sur la façon dont j'ai cautionné le comportement de Victoria pendant tant d'années. Comment j'ai priorisé l'image de la famille sur l'intégrité. Il faut du courage pour changer, » dit doucement Sarah. « C'est vous qui me l'avez appris, » répondit Robert. « Vous et Daniel. Vous avez tenu tête à toute notre famille, tout risqué, parce que c'était juste. J'aurais dû faire ça il y a des années. » Margot vint également leur rendre visite, reconstruisant timidement sa relation avec son frère et sa belle-sœur. Elle avait laissé derrière elle sa vie de mondaine et travaillait maintenant comme défenseur des patients dans un hôpital pour enfants. « Je n'arrêtais pas de penser à toutes les fois où mère rejetait les préoccupations des patients, » dit Margot en regardant Oliver jouer avec Grace. « J'ai réalisé que je faisais la même chose dans ma propre vie, rejeter tout ce qui menaçait l'image que je voulais projeter. J'essaie d'être plus comme toi, Sarah. Plus honnête. » Ce soir-là, alors que Sarah berçait Grace pour l'endormir, Daniel entra et les enlaça toutes les deux. « Aucun regret ?» demanda-t-il doucement. Sarah pensa au coup, les ruptures familiales, le stress, les menaces et les poursuites judiciaires. Mais ensuite, elle regarda Oliver, en bonne santé et entier, jouant joyeusement dans la pièce voisine. Elle regarda Grace, qui grandirait dans un monde avec des protections légèrement plus fortes pour les enfants. « Pas un seul, » dit-elle fermement. « Je recommencerai tout. » Même en épousant quelqu'un de ma famille de fous, la taquina Daniel, mais ses yeux étaient sérieux. « Surtout ça, » sourit Sarah. « Parce que tu as appris, Daniel. Tu as grandi. Nous avons tous les deux grandi. » Plus tard, après que les 2 enfants se furent endormis, Sarah s'assit dans la chambre d'enfant et réfléchit au chemin parcouru. Elle avait appris que l'instinct d'une mère, cette connaissance profonde et primitive que quelque chose ne va pas, ne devrait jamais être rejeté ou mis en doute ni par les médecins, ni par la famille, ni même par elle-même. Elle avait appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le choix d'agir malgré elle. Plus important encore, elle avait appris que protéger ceux que l'on aime signifie parfois se retrouver complètement seul, brûler les ponts, tout risquer. Et que le poids de ce choix, aussi lourd soit-il, est toujours plus léger que ne l'aurait été le poids du regret. Au clair de lune, Sarah posa sa main sur son cœur, pensant à toutes les mères qui l'avaient précédée et à toutes celles qui viendraient après, des femmes qui avaient fait confiance à leur instinct plutôt qu'à l'autorité, qui avaient posé des questions là où les questions n'étaient pas les bienvenues, qui étaient restées fermes quand la fermeté leur coûtait tout. « Nous sommes les gardiennes, » murmura-t-elle à ses enfants endormis. « Et nous choisirons toujours votre sécurité plutôt que notre confort. Toujours. »